Si je vous demande ce qu'est un raisonnement par récurrence, il y a de grandes chances que vous soyez en mesure de répondre. Si en revanche je vous demande ce qu'est un raisonnement par analyse-synthèse, il est plus probable que je vous mette en difficulté. Dans l'exemple que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons faire un raisonnement par analyse-synthèse, nous allons le rédiger, mais avant ça, nous allons essayer de voir en quoi la rédaction est assez problématique et pourquoi il vaut mieux faire autrement. L'exemple que nous allons traiter, c'est donc de démontrer que toute fonction de R dans R s'écrit de façon unique, comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Même si cet exemple est très classique, j'espère que les différentes digressions que je ferai pour arriver au résultat vous seront des plus instructives. La première chose à faire, c'est de formaliser le problème. C'est bien gentil d'avoir une phrase en français, mais ce n'est pas avec une phrase en français qu'on démontre. Donc, nous allons commencer par essayer d'écrire cette phrase dans le langage usuel des mathématiques avec quantificateur. Pour commencer, je vais introduire trois notations. L'ensemble f sera l'ensemble des fonctions de R dans R. Si vous n'avez jamais vu la notation 2 points égales, ça signifie que f est juste un raccourci, une définition pour R puissance R, l'ensemble des fonctions de R dans R. P, je le définis comme l'ensemble des fonctions paires, autrement dit l'ensemble des fonctions de R dans R telles que pour tout x appartenant à R, f de moins x est égal à f de x, et de la même façon, je définis l'ensemble des fonctions impaires. Bien maintenant, je vais reprendre l'énoncé et nous allons l'écrire mathématiquement au fur et à mesure. L'énoncé commence par toute fonction réelle. On est donc tenté d'écrire pour toute fonction réelle. Il existe une unique façon de l'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. On a dit toute fonction s'écrit comme la somme de, autrement dit, on peut l'écrire, autrement dit, il existe une fonction paire et une fonction impaire. Alors je pourrais dire il existe petit p appartenant à grand P, virgule, il existe petit i appartenant à grand I, mais je préfère considérer le couple PI, de considérer cette fonction paire et cette fonction impaire comme un tout. Et nous verrons que ce n'est pas anodin. Donc, pour toute fonction, il existe un couple PI tel que, et maintenant nous voulons dire qu'il existe une fonction f, qu'il existe un couple PI tel que f s'écrit comme la somme de P et de I, autrement dit, tel que f est égal à P plus I. Une autre façon de dire ça de manière un peu plus explicite, ce serait de dire tel que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à P de x plus I de x. C'est strictement la même chose, puisque par définition, une égalité de fonctions, c'est juste une manière un peu plus abstraite d'écrire ça. Il n'y a donc aucune différence entre ces deux versions. On peut même être un petit peu plus abstrait, et si par exemple, je disais que P plus I, c'est égal à S de PI, où je définis S comme la fonction de P croix I dans F qui a un couple PI associé P plus I, eh bien vous voyez que là, j'ai juste écrit pour tout F, il existe PI appartenant à P croix I tel que S égale PI. Mais ça, c'est exactement la définition de la surjectivité. Si vous regardez bien, j'ai écrit quelque chose du style pour tout f appartenant à grand F, ce serait quelque chose du style pour tout y appartenant à grand Y. Il existe un certain objet appartenant à un certain ensemble, il existe un certain x appartenant à grand X, tel que f, donc là en l'occurrence c'est y, est égal à S de cet objet-là que j'ai appelé x. Autrement dit, pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivée de S, puisque dans mon exemple ici, S, il va de P croix I dans F, c'est-à-dire de l'ensemble grand X ici à l'ensemble grand Y. Donc, pour tout
y appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe un élément x appartenant à l'ensemble de départ, tel que y est l'image de x par la fonction s. Mais ça, c'est exactement la définition de S est surjective. Bref, dans cet exemple, nous voulons démontrer que cette fonction est surjective. Alors en vérité, je n'ai pas tout dit. Si vous regardez bien, j'ai oublié un détail parce que l'énoncé disait démontrer que toute fonction de R dans R s'écrit de manière unique, comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Mais ça, ce n'est pas très grave. Il suffit de rajouter ici un point d'exclamation. Il existe un unique couple PI. Et au final, ici, j'aurai ceci. Et là, sous vos yeux, il y a une caractérisation des fonctions bijectives. Ce que nous voulons démontrer au final, c'est exactement que S est bijective. Alors nous n'allons pas tout de suite faire ceci, et nous allons essayer de faire notre démonstration à la loyale, mais nous donnerons une version un peu plus abstraite de la démonstration, un petit peu plus directe, a posteriori. Allons-y. Nous voulons démontrer une proposition qui commence par « pour tout ». Nous allons donc commencer par un « soit ». Ensuite, il existe un unique, et c'est là que je vais faire quelque chose de curieux. Dans le raisonnement par analyse synthèse, on ne continue pas en disant « posons PI égale ceci, cela », puisque nous ne savons pas comment écrire PI. Nous ne savons pas a priori quelle est la bonne fonction paire et quelle est la bonne fonction impaire. Ce que nous allons faire, c'est faire comme si on voulait démontrer que tous les PI avaient une certaine forme. Donc je vais continuer avec encore un soit. Alors je pourrais dire soit f appartenant à f, soit p appartenant à grand P, soit i appartenant à grand I. Mais en fait, je vais un peu mieux structurer mon raisonnement. Je vais me décaler et remettre un soit PI appartenant à P croix I. J'espère sincèrement que ça vous pose problème parce que c'est problématique de mettre ici un soit qui a priori introduit une démonstration avec un pour tout alors qu'on veut un il existe un unique. Mais nous allons voir tout à l'heure que c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir un raisonnement par analyse synthèse. OK. Bien. Alors, quelles sont les hypothèses en jeu? Nous avons que PI appartient à P croix I, autrement dit P est une fonction paire, I est une fonction impaire, et F est a priori une fonction quelconque. Sauf que, moi ce que je veux, c'est démontrer que F est égal à P plus I. Alors voyons voir. Tout à l'heure, j'ai transformé mon il existe en un soit. Je vais faire quelque chose d'encore pire. Ma conclusion, je vais considérer que c'est une hypothèse. Je vais carrément tout faire à l'envers. Je vais supposer, et alors je pourrais ici mettre supposons, mais je vais avoir peu de place pour continuer mon raisonnement. Alors ce que je vais faire, c'est enlever ça, et mettre dans un seul bloc, supposons f égale p plus i en A. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que je change un petit peu l'écriture, c'est pour faire apparaître quelque chose qui n'est a priori pas évident. Ici j'ai écrit soit, ici j'ai écrit supposons, ça donne l'impression qu'il y a une différence de nature entre ces deux mots. Mais en vrai, si vous y réfléchissez, si ici je mets supposons à la place de soit, ça ne change pas vraiment la phrase. J'écris supposons que le couple PI appartient à P croix I et que f est égal à P plus I. Ça signifie exactement la même chose. Le fait de mettre un soit, c'est juste une habitude rédactionnelle. Nous avons donc essentiellement trois hypothèses. Première hypothèse, P est pair. Deuxième hypothèse, I est impair. Troisième hypothèse, f égale P plus I. Nous allons résumer ça en l'écrivant avec des quantificateurs, c'est-à-dire de manière très explicite, comme je l'ai fait ici. Dire que P est pair, ça signifie que P de moins x est égal à P de x, et ce pour tout x. Nous avons que I de moins x est égal à moins I de x, et ce pour tout x. Et nous avons que f de x
est égal à P de x plus I de x. Chacune de ces trois lignes est vraie pour tout x, donc je pourrais mettre ici un pour tout x et pour tout x et pour tout x, mais comme je suis d'un naturel tout à fait feignant, je ne vais en mettre qu'un, ce qui revient exactement au même. Pour tout x appartenant à R, nous avons P de moins x égale P de x, I de moins x égale moins I de x, et F de x est égal à P de x plus I de x. Et sous vos yeux, il y a un système de trois équations A, et là, attention, combien y a-t-il d'inconnus là-dedans? Eh bien, nous pourrions considérer qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 inconnus, puisque P de x et P de moins x n'est a priori pas la même chose. Il se trouve que là, c'est égal, pour dire qu'il y a 5 inconnus. Mais en fait, qu'est-ce que je cherche? La notion d'inconnu n'est pas une notion mathématique, c'est une notion psychologique. Dans ce problème, je suis à la recherche de P et I. Autrement dit, je suis à la recherche de ceci et de I de x qui est là. OK. Bon, ça me fait finalement un petit peu trop d'équations. J'aimerais bien réécrire ça en faisant intervenir juste deux équations et deux inconnus. Et j'aimerais que f de x soit considéré comme une donnée. F de x est connu psychologiquement, P de x et I de x sont inconnus. Un autre problème, c'est que P de moins x et I de moins x ne m'intéressent pas vraiment. Mais ils apparaissent dans le problème. Et un autre problème, c'est que ici j'ai f de x, mais il y a des moins x quelque part. Je pense qu'une bonne idée, ce serait de se demander, mais f de moins x, comment il intervient dans le problème? Ça paraît vraiment naturel de calculer f de moins x. Alors, nous pouvons dire, ceci étant vrai pour tout x, c'est en particulier vrai si je substitue x par moins x. En substituant x par moins x dans... Bon, j'aime pas écrire trop de mots, donc je vais donner un nom à ça. Je vais l'appeler étoile. Dans étoile, nous avons que f de moins x. Alors, je vous épargne le détail des calculs. P de moins x, c'est P de x. Et I de moins x, c'est moins I de x. Et donc, j'ai ceci. Il y a deux détails importants. Le premier détail, c'est que le x qui est là et le moins x qui est là, enfin bref, le x de gauche et le x de droite, ce n'est pas le même. Et en particulier, ça n'a rien à voir avec ce qui est là. D'ailleurs, là-dedans, il n'y a pas écrit x. Et si vous me dites, bah si, il y en a plein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez tort. En fait, ce qu'il y a marqué ici, c'est banane. Il y a écrit que pour toute banane réelle, l'opposé, si je prends l'image par P de l'opposé d'une banane, j'obtiens exactement l'image par P de cette même banane. Et c'est exactement ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas vraiment écrit x. Donc la phrase qui est là, ce n'est pas vraiment des maths, c'est juste de la communication de ce que vous voulez faire. Vous voulez dire, dans cette expression-là, je prends le x et je le remplace par moins x. Mais du coup, il faut justifier que vous avez le droit de faire ça. Et il faut expliquer ce que c'est que ce x. En l'occurrence, ceci est vrai pour n'importe quel x réel. Mais je présume que vous êtes au courant du fait que l'opposé d'un nombre réel est un nombre réel. Et donc, j'ai le droit de substituer x par moins x parce que moins x est un nombre réel. Je peux donc dire, en substituant x par moins x dans étoile, nous avons que f de moins x égale p de x moins i de x pour tout x réel, car, hop, et je vais décaler pour être cohérent, l'opposé d'un nombre réel est un réel. Bien. Ce que j'ai donc démontré, c'était qu'on avait, pour tout x réel, f de moins x est égal à p de x moins i de x. Ceci est toujours vrai, en l'occurrence. Je peux donc me résumer et dire ainsi, nous avons pour tout x appartenant à R, f de x égale p de x
plus i de x, et f de moins x est égal à p de x moins i de x. Et pourquoi est-ce que nous devrions être très heureux d'avoir ça? Ici, nous avons bien nos deux inconnus, p de x et i de x. Donc nous avons réussi à nous débarrasser du p de moins x et du i de moins x. Alors certes, nous avons un f de moins x, mais en fait, le f de moins x ne nous dérange absolument pas. Je rappelle que f est considéré comme étant connu. C'est une fonction connue, donc f de x, f de moins x, ça nous va tout à fait. Mais là, nous avons quelque part un système de deux équations à deux inconnus. Parce que avoir cette égalité pour tout x et cette égalité pour tout x, ça signifie exactement IE, f est égal à p plus i, et voyons voir, ça c'est pas tout à fait f, c'est f de moins x, je vais l'appeler f chapeau, enfin f bar, est égal à p moins i, où f chapeau est la fonction qui à x associe f de moins x. Alors, je n'ai pas écrit c'est une fonction de R dans R, mais il n'y a pas de difficulté ici. Eh bien, ce système-là, c'est le système le plus courant qui soit. Vous l'avez déjà rencontré un grand nombre de fois, vous l'avez forcément rencontré avec des nombres réels. Nous le rencontrons aussi régulièrement avec des matrices, avec toutes sortes d'objets. On pourrait même l'appeler le système. S'il y a bien un système qu'il faut savoir résoudre d'un claquement de doigts, c'est celui-ci. D'ailleurs, je vous conseille d'apprendre par cœur la solution. La solution du système, c'est ainsi. P est égal à f plus f bar sur 2, i est égal à f moins f bar sur 2. Il n'y a pas de difficulté à vérifier que ceci fonctionne, mais vous devez savoir le faire par combinaison, par exemple. OK. Bon, résumons-nous. Qu'avons-nous démontré? Nous avons pris un f quelconque, puis un p et i quelconque sous l'hypothèse que f est égal à p plus i, et nous sommes arrivés à la conclusion que p devait être égal à ça, et i devait être égal à ça. Autrement dit, nous avons démontré que, vous voyez que là, je me remets sur la gauche, nous avons démontré pour tout f appartenant à f, et pour tout couple pi appartenant à p croix i, si f est égal à p plus i, alors p est égal à ceci et i est égal à cela. Ici. Bien. Mais maintenant, si vous regardez ça de près, c'est absolument pas ce que nous voulions démontrer. Absolument pas. Néanmoins, nous avons démontré quelque chose. Nous avons démontré que la seule écriture possible du couple PI, c'était celle-là. Nous n'avons pas démontré que ceci était une solution. Ce que nous avons démontré, c'est qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Du coup, eh bien, nous pouvons arriver à notre conclusion simplement en démontrant que ceci est solution. Si nous démontrons que c'est solution, nous avons gagné. Mais il y a quand même un petit souci. Il n'est pas évident, a priori, que ceci soit effectivement dans P. Alors, je vous laisse vérifier ça, je vous laisse réfléchir à la situation. Et en particulier, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est gratuit? Est-ce que, nécessairement, quand on fait un raisonnement de ce type, nous avons que l'objet à la fin est dans le bon ensemble, ou est-ce qu'il faut le vérifier? Allons-y, démontrons que pour toute fonction f, si on définit p et i de cette façon-là, nous obtenons bien une écriture de f sous la forme p plus i avec p pair et i impair. Donc, on recommence. Soit f appartenant à f. Posons p est égal à f plus f bar sur 2 et i est égal à f moins f bar sur 2.
par définition. Et montrons qu'on a, alors là il faut bien réfléchir à ce qu'on veut montrer. On veut montrer d'une part que f est bien la somme de p et de i, mais nous voulons aussi que p et i soient effectivement des fonctions paires et impaires respectivement. Tout à l'heure, je vous ai demandé ici, est-ce que d'après vous, il faut vérifier que P et I est effectivement des fonctions paires et impaires? En fait, dans cette partie du raisonnement, ce n'est pas nécessaire. Par contre, dans cette partie du raisonnement, il faut, puisque nous voulons démontrer que f s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire avec cette écriture-ci. Eh bien, allons-y. Nous avons que P égale ceci, I égale cela. Nous pouvons donc calculer P plus I. Eh bien, quand je fais ça plus ça, eh bien, ça fait F. Exactement. Maintenant, nous voulons démontrer que P appartient à P. Alors, je vais mettre des petits bullet points pour qu'on suive les différentes étapes du raisonnement. Alors, maintenant, je veux démontrer que P est pair. Mais P est pair, ça signifie que pour tout x appartenant à R, P de moins x égale P de x. Du coup, plutôt qu'une boulette, je vais mettre un petit triangle. Alors ça, j'imagine que vous n'avez jamais rencontré cette différence de notation. Évidemment, c'est strictement personnel. C'est juste que ici, j'ai fait une distinction entre... j'ai décalé sur la droite à certains moments, à chaque fois qu'il y avait une hypothèse. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait que soit, c'était essentiellement la même chose que supposons. Supposons que f est une fonction de R dans R. Donc, j'ai introduit une hypothèse, ça veut dire que quand j'introduis une hypothèse, l'hypothèse n'est vraie que dans ce cadre-là. On dit que c'est la portée de la variable, ou la portée de l'hypothèse en l'occurrence. Ceci n'est vrai que dans ce cadre-là. Ici, je n'ai pas introduit de nouvelle hypothèse. C'est juste que je veux faciliter la lecture de mon raisonnement, donc je mets un bullet point. Mais ici, il y a une hypothèse supplémentaire que je rajoute, qui est x est un nombre réel, pour arriver à démontrer que pour tout x, blablabla. Donc soit x appartenant à R, on a... Qu'est-ce que je veux montrer concrètement? Je veux montrer que P de moins x est égal à P de x. Alors c'est parti, calculons P de moins x. P de moins x, eh bien il suffit de prendre cette définition et de l'appliquer avec moins x. Ça donne donc f de moins x plus f bar de moins x sur 2. Maintenant, qu'est-ce que c'est que f bar de moins x? Eh bien, f bar, c'est la fonction qui a x associe f de moins x. Autrement dit, qui a banane associe f de moins banane. En l'occurrence ici, ça nous donne f de moins x plus f de moins x sur 2. Mais moins x, je présume que vous avez déjà entendu parler du fait que c'était exactement x. Nous avons donc ici f de x. Je peux réécrire ça dans l'autre sens, et j'ai démontré au final que P de moins x est égal à f de x plus f de moins x sur 2. Et nous avons démontré ça pour tout x. Ainsi, vous remarquez que je redécale un petit peu sur la gauche pour reprendre le raisonnement à cet endroit-là. On a bien que pour tout x appartenant à R, P de moins x égale P de x, IE, P pair, ou si vous préférez, P appartient à grand P. De même, on a immédiatement I impair. D'ailleurs, je vais mettre un E parce que parfois c'est une fonction. Alors, si vous vous demandez est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser le mot immédiatement, la réponse est non. D'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de mettre un petit raccourci.
j'éviterai d'écrire ce genre de choses. Alors peut-être que ça dépend un petit peu du concours et des attendus de rigueur, mais d'une façon générale, on évite les raccourcis, sauf si c'est vraiment strictement la même chose. En l'occurrence, là, ce n'est pas vraiment le cas. Si je fais ça, ce n'est pas pour des raisons pédagogiques, c'est par pure fainéantise. Ainsi, qu'avons-nous démontré? Nous sommes partis d'une fonction f, et nous avons démontré que f était égal à p plus i, que p était pair, et que i était impair, en posant p égale ceci et i égale cela. Autrement dit, nous avons démontré il y a un soit f, donc pour tout f. Nous avons posé p et i, nous avons donc démontré leur existence. Donc pour tout f appartenant à f, il existe pi, et en l'occurrence appartenant à p croix i, puisque je l'ai montré, tel que f est égal à p plus i. Bon, résumons-nous. Ici, ce que nous avons démontré, c'est exactement la partie surjectivité. Oui, tout à l'heure, j'avais écrit et que cette phrase correspondait à dire la fonction S qui va de P croix I dans F qui a au couple PI associe P plus I est une fonction surjective. Eh bien, ce que j'ai fait au début, le premier raisonnement, si vous regardez bien, correspond exactement à la partie injectivité. C'est peut-être rapidement dit, mais ce qu'on dit, c'est que c'est la seule possibilité. Autrement dit, c'est le seul antécédent possible. D'une certaine manière, j'ai démontré l'unicité. Pas de manière canonique, mais c'est ça, un raisonnement par analyse synthèse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette manière de rédiger, elle mime pas à pas le raisonnement par analyse synthèse, c'est-à-dire l'idée de d'abord chercher la forme des solutions de notre problème et ensuite de vérifier que ce sont effectivement des solutions, donc analyse et synthèse, mais je vous ai dit que ce n'était pas idéal à rédiger. Si vous regardez ce que j'ai fait, j'espère en fait grandement que ça ne vous a pas plu. J'espère que vous vous dites, c'est vraiment un calvaire à démontrer, d'un point de vue logique, c'est compliqué. Il y a une démonstration beaucoup plus directe de ce résultat. Le point important dans le raisonnement par analyse synthèse, c'est que quand je démarre mon raisonnement, je ne sais pas ce qu'il faut que je pose pour P et I. Mais ça, j'aurais très bien pu le faire au brouillon. Cette partie-là, en fait, c'était 2 lignes dans mon raisonnement, qui par ailleurs était extrêmement long et verbeux. Ce que je peux faire, c'est donc laisser cette partie sur mon brouillon et une fois que j'ai la solution en tête, faire une démonstration directe de ce que je cherche à montrer. Alors revenons un peu en arrière. Nous avons dit tout à l'heure que la proposition que nous voulions démontrer, c'était celle-ci. Le moyen naturel, c'est donc de commencer avec un soit f appartenant à f, exactement comme nous l'avons fait tout à l'heure, et ensuite de chercher à démontrer ça directement. Comment est-ce qu'on démontre qu'il existe un unique? Eh bien, on démontre l'existence d'une part et l'unicité d'autre part. Donc, nous allons démontrer l'existence et l'unicité d'un tel couple, mais pour la partie existence, vous remarquez que là, je mets un point, je veux pour la partie existence, puisqu'il n'y a pas d'hypothèse supplémentaire. Je pose P, 2 points égales, I, 2 points égales, etc. Et je fais mon raisonnement qui est strictement le même que tout à l'heure, puisque c'est exactement la même chose que je cherche à démontrer, à savoir F est égal à P plus I, P est pair et I est impair. L'autre chose que je dois démontrer ici, c'est l'unicité. Et justement, on ne le fait absolument pas comme dans le raisonnement par analyse synthèse, on le fait à la loyale. Comment est-ce que je démontre une unicité? Eh bien, je prends 2 couples qui vérifient mes hypothèses et je montre qu'ils sont égaux. Mais là, en l'occurrence, les objets qui doivent être égaux, c'est le couple PI et le couple P'I'. Donc je prends 2 tels couples et je vais préciser ce que je dois démontrer. Je dois démontrer que ceci est égal à cela. Autrement dit, P
égale P' et I égale I'. Et comme ça, j'aurais bien démontré l'unicité du couple. Alors, voyons voir. Je sais que f est égal à P plus I et que f est égal à P' plus I'. Il semble assez naturel de dire on a P plus I est égal à P' plus I'. Et maintenant, truc de métier quand on démontrait une unicité avec ce genre d'écriture, c'est séparer P et I. Pardon, pas plus, mais moins. Hop. OK. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Concrètement, qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux démontrer que P moins P' est égal à 0, puisque je veux démontrer que P est égal à P'. Et je veux démontrer que I moins I' aussi est égal à 0. Plus exactement que c'est la fonction nulle, puisqu'il faut que pour tout x, P de x moins P' de x soit égal à 0. Je veux démontrer que P moins P' est la fonction nulle. Bon, mais qu'est-ce que je sais sur P? Je sais que P est une fonction paire. Je sais que P' est une fonction paire. Qu'est-ce que je peux bien déduire de la différence de deux fonctions paires? La différence de deux fonctions paires est une fonction paire. Je vous laisse le démontrer. C'est vraiment, vraiment facile. Toute combinaison linéaire de fonctions paires est paire. Ça appartient à P. De la même façon, toute combinaison linéaire de fonctions impaires est impaire. Donc ça appartient à I. Mais c'est égal. Donc là, je viens de démontrer que P moins P' appartenait à I. Autrement dit, P moins P' est à la fois une fonction paire et une fonction impaire. Mais il n'existe qu'une seule fonction de R dans R qui est à la fois paire et impaire, c'est la fonction nulle. Donc, ainsi, P moins P', respectivement I moins I', est à la fois paire et impaire. C'est donc la fonction nulle. Ainsi, P égale P', respectivement I égale I', et j'ai oublié un respectivement quelque part. Ou non, c'est bon. Mais c'est exactement ce qu'on voulait montrer. J'ai donc bien démontré l'unicité. Si vous trouvez ceci astucieux, je vous conseille de le ranger dans votre boîte à outils. Le fait de séparer ceci et d'exploiter le fait que l'objet a deux propriétés qui sont a priori incompatibles, mais pas tant que ça. Ça se croise sur la fonction nulle et on peut conclure. C'est quelque chose d'assez utile pour démontrer que deux objets sont égaux, typiquement pour unicité, de montrer que la différence est nulle, et c'est une bonne stratégie. Nous pourrions nous arrêter là, mais ce serait se priver de la démonstration qui est en fait la plus intéressante. J'ai dit tout à l'heure que cette expression-là revenait à dire qu'une certaine fonction était bijective. Alors nous allons reformuler ceci pour mettre ça en forme. Pour tout f appartenant à grand F, il existe un unique couple PI appartenant à P croix I, tel que f est égal à S de PI, où j'ai défini S comme au tout début de la correction. Autrement dit, montrons la bijectivité de la fonction S de P croix I dans F. D'ailleurs, il n'y a pas de difficulté sur le fait que S est effectivement une fonction de P croix I dans F. Maintenant, réfléchissons quelques instants. Comment démontrons-nous qu'une fonction est bijective? Eh bien, un moyen de faire, c'est de démontrer qu'elle est à la fois surjective et injective. Mais ça ne ferait que
redonner exactement la même démonstration dans d'autres mots, puisque nous avons déjà dit que si j'enlève le point d'exclamation ici, ça revient à dire que la fonction est surjective, et nous avons démontré ça directement. Il y a un autre moyen de démontrer qu'une fonction est bijective, c'est de trouver son inverse. Autrement dit, il existe une fonction que je vais appeler t, par exemple, ordre alphabétique, de f dans p croix i, tel que s rond t est égal à l'identité. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. T, ici, il part de f pour aller dans p croix i, et lui, il va de p croix i pour aller dans f, donc c'est l'identité sur l'ensemble f. Et t rond s est égal à l'identité sur p croix i. D'ailleurs, si vous vous dites, je peux résumer ça en disant s rond t est égal à t rond s égal à l'identité, c'est évidemment une énorme ânerie, et on ne vous passera pas ce genre de petites approximations, d'ailleurs. Ok, mais si je dois démontrer une existence avec tout le travail que j'ai déjà fait, je vais simplement poser t. Écrivons-le. Posons t, la fonction de f dans p croix i, qui a f à ceci. Bon, alors voyons voir, je veux ici une fonction paire, eh bien mettons f plus f bar sur 2, et ici f moins f bar sur 2. Alors évidemment, je réutilise la notation bar, donc il faudrait définir bar où la fonction bar est la fonction de f dans f qui à f associe la fonction qui à x associe f de moins x. Alors la notation paraît un peu curieuse, mais c'est bien à la fonction f, j'associe la fonction qui à x associe f de moins x. Bien, mais maintenant, pour démontrer que s rond t est égal à l'identité de f, je prends une fonction et je devrais démontrer que s rond t de f est égal à f, et de la même façon que t rond s d'un couple p croix i est égal à ce même couple, pas p croix i, pardon, mais pi. Alors je vous passe le calcul, c'est juste du calcul, il suffit de le faire et ça tombe tout seul. Et ça donne une démonstration directe, et c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est quelque chose de puissant. Quand vous voulez démontrer qu'une fonction est bijective, si vous connaissez sa fonction réciproque, vous avez gratuitement qu'elle est bijective, simplement en vérifiant par le calcul ces deux égalités. Naturellement, pour astucieuse que soit cette façon de faire, elle ne vous dispense pas de démontrer que, effectivement, les objets ici appartiennent au bon ensemble. Autrement dit, il faut démontrer que ceci appartient à P et ceci appartient à I. On pourrait très bien imaginer qu'en fait, vous donnez une définition, mais en fait, vous n'êtes pas dans P croix I, vous êtes dans l'ensemble d'udules, et donc, vous avez bien trouvé une fonction t qui va de f dans l'ensemble d'udules, mais du coup, vous n'aurez pas une fonction qui est égale à l'identité sur P croix I, mais à l'identité sur d'udules, ce qui n'est pas exactement ce que vous souhaitez obtenir. J'espère que cet exemple vous a donné une meilleure perception de ce qu'est le raisonnement par analyse-synthèse. Mais ne croyez pas que cet exemple couvre tous les cas d'application du raisonnement par analyse-synthèse. C'est un mode de raisonnement très général et il peut s'appliquer à tout un tas de situations. Par exemple, ici, nous avons démontré qu'il existait un unique couple tel que. Mais on peut très bien faire un raisonnement par analyse-synthèse pour lequel il n'existe pas une unique solution, mais plein de solutions. Par exemple, on peut résoudre certaines équations ayant une infinité de solutions, mais on sait que cette infinité de solutions, eh bien, elle appartient à un certain ensemble. Et dans ce cas-là, démontrer que toutes les solutions appartiennent à un certain ensemble, eh bien, on pourrait le faire par double inclusion. Eh bien, typiquement, un raisonnement par double inclusion, il peut se reformuler en un raisonnement par analyse-synthèse. Et de la même façon,
On peut le rédiger sous forme d'analyse-synthèse, c'est souvent difficile à suivre, mais une fois que nous avons trouvé les bons posons, eh bien on peut le reformuler par directement un raisonnement par double inclusion. De la même façon, démontrer une bijectivité peut se faire par analyse-synthèse, c'est exactement ce que nous avons fait là, et ça revient à faire surjection, injection, mais on peut le faire par analyse-synthèse.